je crois que nous pouvons commencer. Tout d'abord, bienvenue à toutes et à tous. Merci d'avoir pris le temps, malgré votre emploi du temps chargé, de vous joindre à nous aujourd'hui. Nous espérons que nous pourrions vous apporter des conseils pour soutenir certains des défis supplémentaires que la COVID-19 a apportés dans nos vies. Je vais prendre un bref instant pour vous passer en revue quelques éléments d'ordre administratif. Avant de commencer, je tiens à mentionner que ce webinaire sera enregistré pour ceux qui n'ont pas pu y assister. Tout au long de la présentation, n'hésitez pas à envoyer un message dans le chat si vous avez des questions. De plus, nous allouerons un peu de temps à la fin pour une session de questions-réponses où vous pourriez soit poser une question dans le chat, soit cliquer sur la fonctionnalité « Lever la main » afin qu'on réactive votre son et ainsi vous permettre de poser votre question. J'aimerais vous présenter le conférencier d'aujourd'hui, Rohi Ben Ali. Rohi Ben Ali est le directeur de la santé mentale chez TELUS Santé. Rohi détient également un diplôme d'infirmier et a cumulé de nombreuses années d'expérience en santé mentale au sein de la communauté médicale avant de se joindre à TELUS Santé. Rohi nous parlera aujourd'hui de l'importance des soins personnels en ces temps difficiles. Il est important que nous prenions soin de nous d'abord afin que nous puissions mieux aider les autres. La présentation de Rohi durera environ 15 minutes, puis il y aura une période de questions de 10 minutes. Je vais maintenant laisser la parole à Rohi. Merci Toufik et bienvenue à tout le monde. Merci pour cette opportunité. Donc, on vraiment prendre le temps nécessaire. Des fois, je vais aller un peu vite, mais ultimement, ce webinaire est vraiment pour vous fournir et donner des outils, comment reconnaître quand nous sommes en stress ou anxieux, mais voir quand ça devient un problème et aussi comment peut-être résoudre ou commencer à adresser ces situations-là entre nous-mêmes et aussi dans l'environnement du travail. Donc, on va commencer le premier slide. Donc, se réénergiser durant la pandémie, conseil de soins personnels pour les employés. Bien, pour nous tous, hein, c'est vraiment des informations qui puissent être utilisées même à l'extérieur du travail, dans notre vie personnelle, avec nos amis, avec nos familles, avec toute personne qu'on rencontre dans notre vie, parce que finalement, c'est des outils qu'on peut utiliser dans cette façon à travers toutes les différentes sphères de notre vie. Donc oui, je m'appelle Rohi Ben Ali, je suis infirmier, je suis le gestionnaire de programmes de santé mentale chez TELUS Santé, soins virtuels. Ça fait déjà, moi je suis infirmier, ça fait un petit bout, on s'approche de 20 ans là maintenant. J'ai travaillé dans différents domaines, j'ai travaillé dans le domaine hospitalier pendant certaines années. Ensuite, j'ai travaillé dans le domaine plutôt privé, dans la santé familiale, dans des cliniques. À l'extérieur de l'hôpital, j'ai travaillé dans des centres multidisciplinaires en spécialité, dans la santé sexuelle, dans la santé mentale, dans les abus de substances. Et ensuite, j'ai commencé à travailler dans le domaine de télémédecine et que maintenant, je suis avec TELUS Santé. Et tout ça pour vous dire que ça fait un bout, je suis dans le domaine et à travers toutes mes expériences dans le domaine, la partie de santé mentale intégrée est devenue à travers les années de plus en plus importante, de plus en plus pertinent et quelque chose qui est vraiment important de noter étant vraiment de façon holistique à travers tous nos échanges et toutes nos interactions médicales en santé générale. Et le bien-être en général ne va pas être séparé. Le bien-être physique et le bien-être mental ou spirituel ou on peut dire de comportement ne peut pas être séparé du bien-être physique. Et donc, c'est important de garder ce contexte-là. Et ils sont souvent, comme on ne peut pas séparer le corps, un bras de l'autre, on est tous fait partie de la même personne avec les mêmes besoins. C'est important de noter où là, j'ai réalisé dans mes années comme infirmier, mes années dans toutes les différentes industries que ce qui était le constant, c'est nous, c'est l'humain et l'humain avec le physique et le mental ensemble. Les objectifs d'aujourd'hui, on va déterminer un peu la différence entre le stress et l'anxiété, connaître un peu les mécanismes, reconnaître les problèmes de santé mentale aux soins des personnels à travers et toutes les autres personnes de notre vie et aussi connaître comment les aborder. D'accord? Donc, comment en sommes-nous arrivés ici?
On sait très bien que la pandémie a vraiment ébranlé pas mal la plupart des personnes dans la communauté à travers le monde. Ce n'est pas juste nous. C'est devenu vraiment, c'est pour ça qu'on l'appelle une pandémie. Ça passe à travers tout le monde et tout le monde. Et toutes les personnes dans notre vie, on a tous subi une situation qui a vraiment changé la dynamique dans notre quotidien, au travail, à la maison, avec notre famille, avec nos amis. Et c'est ça ce qui a vraiment exacerbé déjà une situation où la santé mentale était difficile, était déjà un problème assez important au Canada. Et c'est ça ce qui est important de noter, qu'on subit tous une situation où la plupart des choses ont changé autour de nous, nos décisions, on est isolé souvent, il y a de nombreuses difficultés, des choses qu'on a confrontées à travers les différentes situations dans les derniers 18 mois qu'on ne peut pas oublier. La création de l'incertitude générale. C'est quelque chose que vraiment, comme humain, on cherche toujours de la stabilité. Aussitôt qu'il y a une incertitude, toute notre capacité de gérer des moments, de gérer des situations qui peuvent être faciles ou difficiles, commence à devenir plus difficile de surmonter. Ce que souvent les gens n'en parlent pas, c'est le sentiment de perte et de deuil. On ne parle pas juste le deuil de personnes. Il y a des personnes qui ont perdu des membres de leur famille, ils ont perdu des amis, mais on a aussi perdu de la qualité de vie, des contacts avec des personnes proches à nous, des habitudes qui étaient vraiment pour nous ce qui nous permettait de garder notre santé mentale et notre bien-être, comme l'exercice, comme le contact avec des autres. On ne peut pas ignorer non plus les difficultés financières que certaines personnes ont subies. On est chanceux si nous avons un travail, mais il y a beaucoup de personnes qui ont perdu leur travail, ont perdu leur capacité financière ou eux directs ou leur famille ou des personnes qui ont été affectées. Et c'est des choses qui vraiment érodent notre façon de gérer notre quotidien et nos outils qui sont disponibles pour nous. Si des gens avaient des assurances ou ils avaient accès à des ressources et ils perdent leur emploi, ils perdent leurs ressources, comme vous imaginez, ça fait plus difficile dans leur capacité de gérer. L'inquiétude relative à la sécurité physique, notre santé, mais la sécurité financière, on retourne à l'incertitude, mais à cette manque de stabilité qui change beaucoup notre capacité quotidienne. Et bien sûr, l'inquiétude pour l'avenir et les préoccupations quand ça vient à la productivité au travail personnel. Parce que si vous travaillez en télétravail, beaucoup de personnes m'ont contacté, ils m'ont dit, comment est-ce que mon patron, est-ce qu'il sait que je fais mon travail, que je fournis ce que je suis supposé fournir? Oui, j'ai mes enfants entre mes jambes en même temps, mais je fais mon travail, je fais au-delà de ce que je faisais avant, mais est-ce qu'il le sait? Donc, il y a beaucoup d'inquiétudes. Donc, tout cet environnement-là a créé, bien sûr, une situation spéciale qu'on n'a jamais subie auparavant. Et là, maintenant, on retourne à la réalité. Qu'est-ce que ça veut dire? Après tout ça, on regarde les personnes qui ressentent un degré élevé d'anxiété. Vous n'êtes pas seuls. On est tous, même des personnes qui sont habituées à un stress, ont subi un stress additionnel à travers cette pandémie. Et c'est important de noter que ça nous affecte de façon plus large. Et depuis longtemps, on est tous capables de gérer une difficulté pendant un certain temps, court terme, mais quand long terme, 18 mois, ça traîne et on ne voit pas la fin, ça change un petit peu encore. Nos réserves sont érodées, nos réserves sont vidées et donc nous sommes moins capables. Donc, c'est juste des petits items et des choses à noter pour qu'on soit au courant que si vous n'êtes pas seul, et comme on voit ici, 52% des Canadiens ont indiqué que la pandémie a affecté leur santé mentale. Donc, et ça, c'est les gens qui l'ont indiqué. Donc, il y a même une population qui n'en parle même pas. Donc, la première chose, c'est comprendre le stress et l'anxiété. Le stress et l'anxiété, c'est des émotions normales et utiles, mais ils peuvent être difficiles à gérer. Et on n'a pas tous ces outils-là, on n'a pas tous été appris d'avoir des outils spécifiques, mais quand même, nous avons à travers notre vie subi des situations similaires, mais comme on dit, la pandémie est particulière comme scénario.
Donc, juste rapidement, un peu de définition pour aider. On n'est pas là pour donner un cours, mais c'est vraiment pour vous donner un peu d'informations. Le stress, c'est une réaction physique. Hein? C'est normal, c'est notre corps qui réagit à une situation difficile. Le stress peut être une bonne chose. Ça nous aide à finir un projet à temps, à courir un peu plus vers un objectif. Ça peut nous motiver. Mais le stress peut s'accumuler, donc ce cas-là devient nocif. Il peut être difficile à gérer. L'anxiété, c'est une réaction chimique. Hein. Vous voyez, donc le physique et le chimique, c'est une perception de notre cerveau qu'on est en danger. Qu'on a quelque chose qui vient, c'est un danger immédiat, donc on réagit différemment. Les hormones commencent à devenir plus difficiles à gérer et c'est là où l'anxiété doit être maîtrisée et il y a des outils comment le faire. On va parler davantage. Donc, quand le stress se transforme en anxiété, ça a l'air de quoi? Avoir plusieurs inquiétudes dans de nombreuses sphères de la vie. Qu'est-ce que ça veut dire? En général, on peut gérer du stress dans une situation particulière, on peut dire seul. J'ai beaucoup de stress à la maison, mes enfants ont beaucoup de misère avec la pandémie. On est capable de gérer. Mais quand ces inquiétudes-là commencent à rentrer dans différentes sphères de notre vie, au travail, avec la famille, personnellement, entre couples, et financier, là, on commence à avoir de la difficulté à gérer. Donc, c'est là que le stress et l'anxiété peuvent devenir difficiles. Avoir la difficulté à dormir en raison des inquiétudes. De quoi ça a l'air? Vous avez de la misère à dormir, donc vous endormir parce que vous êtes inquiet. Le cerveau n'arrête pas. Ou vous vous réveillez au milieu de la nuit et vous avez ces inquiétudes qui vous envahissent au milieu de la nuit et interrompent votre sommeil. Et l'autre, c'est vraiment que vous réveillez le matin, peut-être plus tôt, ou peut-être l'heure normale, vous avez de la misère, mais vous pensez encore à ces inquiétudes-là. Donc, ces inquiétudes, comme je vous dis, ils sont envahissants, donc ils vont vous causer des troubles de sommeil. Donc, c'est une des façons. Éprouver des difficultés de concentration. J'ai beaucoup de personnes qui m'en parlent, ils me disent, je ne me concentre plus, j'ai des problèmes de mémoire. Ça doit être de l'Alzheimer's qui rentre plus tôt, j'ai de la démentie, mais non, vous êtes débordé. C'est l'anxiété qui commence à affecter votre capacité de vous concentrer, donc on oublie parce qu'on n'est pas concentré. Se fatiguer facilement. Ça, on le voit même généralement parce que quand on est inquiet, ça nous draine. Hein? Mentalement, ça nous draine. Donc, c'est important de noter que si à la fin de la journée, vous dites « je suis épuisé et je n'ai rien fait aujourd'hui, je suis épuisé et physiquement, je n'ai rien fait », être assis, inquiet tout le temps, ça nous gruge. Et donc, c'est très important de garder ce contexte que si vous réalisez que vous êtes fatigué, vous dormez moins bien, bien sûr, ça s'aligne, on ne dort pas bien, on est fatigué, mais davantage, c'est certaines façons de reconnaître que notre anxiété commence à devenir un problème. Avoir des maux de tête en raison de tension. Hein, quand nous sommes assis, stressés, on est en boule, on n'est pas relaxé, on n'est pas détendu. Donc, nos muscles nous stressent et ça nous affecte. Être tendu ou agité. Hein, on sait très bien qu'on est un peu agité, on est stressé, donc c'est pas la même chose. Être perfectionniste. Quand on parle d'être perfectionniste, on parle que c'est un besoin absolu que les choses soient parfaites. Ça démontre une anxiété parce qu'on n'est pas confortable. On veut dire que j'ai peur de livrer parce que je ne sais pas parfait et donc on a peur de cette réaction-là. Et donc, être perfectionniste peut être un autre signe où le stress devient de l'anxiété. C'est vraiment certain, ce n'est pas toutes les possibilités, mais c'est important de les garder en tête. Donc, je m'inquiète beaucoup, est-ce que c'est de l'anxiété? Mais une inquiétude, c'est une chose, mais quand c'est une inquiétude qui commence à ne pas être basée sur la réalité, à ne pas être basée sur des faits, hein, si j'ai peur que je n'ai pas assez d'argent, mais ce n'est pas vraiment le cas, mon compte bancaire est stable, j'ai un emploi stable, mais vous êtes toujours inquiet, vous vérifiez votre compte de banque 10 fois par jour ou 3 fois par jour pour voir s'il y a assez d'argent, là, ça commence une inquiétude qui dépasse ce qui est la normale. Je vous donne juste des exemples. Mais ce qui est important, qu'il y a des façons, des outils et il y a des façons de gérer l'anxiété et des moyens de composer avec l'anxiété. Comment s'en sortir? Première chose, je vais vous donner des outils. Première chose, c'est il y a certaines choses qui fonctionnent depuis votre enfance. Hein. On gère du stress, on gère de l'anxiété depuis que nous sommes jeunes, à l'école, au secondaire, entre couples, en université, dans nos travails, premier boulot. On a déjà utilisé certaines façons de gérer notre stress jusqu'à maintenant. Il y a des gens qui font de l'exercice, il y a des gens qui lisent, il y a d'autres qui parlent avec des psychologues, avec des amis.
C'est sûr, il y a d'autres façons que les gens s'en sortent et ce n'est pas positif, comme il y a des gens qui utilisent de l'alcool ou d'autres types de substances pour gérer leur stress. Et ça, c'est quelque chose qui doit être réalisé. Mais il ne faut pas toujours éliminer les outils que nous utilisons jusqu'à aujourd'hui pour gérer notre stress. Ils sont quand même utiles, mais il y a d'autres, il y a des nouveaux outils à considérer. L'autre chose, c'est de se concentrer sur ce qu'on peut maîtriser nous-mêmes. Qu'est-ce que ça veut dire? Ce que je porte, ce que je mange, comment mon environnement de travail est contrôlé. Prendre ces étapes-là nous donne du contrôle dans une situation qu'on ne maîtrise pas. La pandémie nous a appris que maîtriser tout est difficile. Donc, c'est important de garder ça en contexte. Et bien sûr, il y a d'autres outils qu'on peut considérer. Une autre chose à prendre en tête, c'est que est-ce que c'est nous demander si nos pensées sont basées sur des faits, sur la réalité ou c'est juste des croyances. Qu'est-ce que ça veut dire des croyances? Je vous donne un exemple. Chaque fois que moi, mon téléphone il sonne, j'ai peur que ce soit quelqu'un qui m'appelle parce qu'ils ont besoin de quelque chose. C'est quelqu'un qui m'appelle parce qu'ils veulent prendre quelque chose de moi. Donc, je suis toujours inquiet. Mais j'ai appris que c'est une anxiété qui cause ça. Donc, qu'est-ce que je fais maintenant? C'est peut-être qu'il m'appelle pour m'annoncer. Donc, peut-être mon fils m'appelle pour m'annoncer qu'il est maintenant été accepté en cours de droit au lieu qu'il m'appelle pour demander de l'argent. Ça, c'est venu après parce qu'il me demande de l'argent pour aider payer pour ses cours de droit. Ça, c'est une autre chose. Mais ce qui était toujours le cas, c'est que j'avais toujours peur que les appels sont toujours pour venir me prendre quelque chose. Donc, j'étais inquiet. Mais ça, ce n'est pas des faits réels, ça, c'est une histoire, ça, c'est une croyance que j'ai créée. Et donc, il faut commencer à prendre ces croyances, les réaliser, être au courant qu'ils sont là, les défier. Donc, est-ce que c'est vrai que mon fils m'appelle juste pour ça? Non, il y a d'autres raisons. Et offrir une autre possibilité et ensuite parvenir à équilibrer nos pensées. C'est possible qu'il m'appelle pour demander de l'argent, mais peut-être qu'il m'appelle pour d'autres choses. Donc, je réponds parce que j'enlève mon anxiété sur le fait que c'est possible que ce soit quelque chose d'autre. Maintenant, au milieu de travail, ce qui est important de noter, si vous vous rappelez d'une chose particulière, c'est le fait qu'on cherche pour voir si on identifie un changement important dans le comportement de quelqu'un. Quelqu'un qui était avant calme est maintenant agité. Quelqu'un qui était avant productif est maintenant perdu de productivité. Quelqu'un qui était participant est maintenant devenu silencieux. C'est sûr que ce n'est pas du noir et blanc, mais on voit une évolution ou une dégradation de leur participation, de leur comportement. C'est là où on commence à voir que les gens et comment on reconnaît que ça ne va pas bien ou peut-être il y a une question ici de santé mentale, une question d'anxiété et de stress qui commence à les affecter. Comme on avait dit, leurs réserves ne sont plus là, ils sont maintenant démunis et donc ils ont besoin de support. Et c'est vraiment là, on parle des absences ou des retards fréquents où avant il n'y en avait pas, des problèmes intrapersonnels où avant il n'y en avait pas. Du non-respect d'échéance, des diminutions de participation. C'est ça ce qui est important de noter. De plus, on sait tous que les employés veulent parler de leurs problèmes de santé mentale, mais ils ne savent pas comment aborder le sujet. Ils ont peur. Est-ce que c'est correct? Avec qui? Alors, ce qui est important pour nous comme des leaders, des employeurs, des collègues, c'est vraiment d'aider la personne en détresse, mais comment? C'est souvent la question, comment est-ce qu'on aide? Bien, la première chose et le plus important, c'est écouter. Qu'est-ce que ça veut dire écouter? Ça veut dire qu'on se présente, on dit « comment ça va ?» et on attend. Et ensuite, qu'est-ce qu'on fait? On attend encore pour leur donner vraiment un espace où ils se sentent en sécurité pour pouvoir communiquer, pour pouvoir partager. C'est possible qu'ils ne partageront pas, mais qu'est-ce que vous avez créé la première fois que vous faites ça? C'est vous leur avez démontré que vous êtes là, vous êtes ouvert et que vous êtes prêt pour écouter. Et donc, peut-être la prochaine fois, ils vont être plus confortables, mais créer cet environnement-là, c'est le plus important. Ensuite, les soutenir. Qu'est-ce que ça veut dire soutenir? Ça veut dire être présent et aussi leur dire c'est correct. Je comprends, ça peut arriver. Nous avons des ressources. Je suis là pour toi. Qu'est-ce qu'on va faire ça ensemble? Ça, c'est donner du soutien. Vous n'avez pas peut-être toutes les réponses, mais écouter et soutenir, même étant présent, c'est l'étape les plus importantes pour apporter quelqu'un vers une situation où ils peuvent partager et voir que l'espoir est là et de reconstruire leur réserve qu'on a perdue. Reconnaître et s'adapter, ça c'est vraiment juste répondre aux besoins et ne pas oublier et faire le suivi. Si vous dites à quelqu'un, regarde Jacques,
ça ne va pas bien, je suis avec toi. Moi aussi, j'ai de la difficulté. On va travailler ça ensemble. On se reparle dans quelques jours. Laisse-moi faire quelques recherches pour voir qu'est-ce qu'on peut t'offrir. Mais faites le suivi. N'oubliez pas cette personne-là parce que c'est là que vraiment vous avez trahi cette nouvel environnement de sécurité. Ben, vous avez trahi cette situation-là en ne pas faisant le suivi. Donc, c'est ça, reconnaître. Et quand on parle d'orienter, ben, c'est vers des services. La PAE, des services des bénéfices de paramédicaux comme les accès aux services de santé mentale, des psychologues, des thérapies, l'Église, les services communautaires, les amis, la famille. Il faut les réorienter vers leur système de support professionnel ou communautaire, personnel, mais au moins les réorienter, que la personne sache qu'il y a des ressources. Et donc, vraiment, ça, c'est cette partie-là. Là, on va aller vers des questions. Je ne sais pas si, Toufik, si tu as eu des questions dans le chat. Donc, je suis là ouvert à des questions et j'espère que jusqu'à maintenant, ça vous a appris quelque chose de nouveau. Ça vous permet de commencer à identifier proprement votre situation personnelle, mais aussi de voir ces items-là et ces situations-là dans les autres. Et merci, Rory, pour cette présentation. Je pense qu'on peut passer maintenant à la période de questions. Donc, si vous avez des questions, n'hésitez pas à lever la main ou à poser directement votre question sur le chat. En attendant des questions, Toufik, pour toi, est-ce que c'est quelque chose que tu trouves que t'a aidé à identifier des nouvelles choses que peut-être auparavant, c'était pas clair ou ça t'a permis d'être peut-être plus au courant? Effectivement, Rory, je pense que le fait de pouvoir reconnaître les employés ou les individus dans l'organisation qui ont des problèmes de santé mentale quelconque et de pouvoir agir, d'être proactif au lieu d'être réactif est très important et pourrait être un atout pour les employeurs, effectivement. Okay. Nous avons une première question, Rory, dans ce sens. Dit, si je vois qu'un employé a un problème de santé mentale, comment je dois l'approcher? OK. Très bonne question. On voit souvent cette question-là. Comme j'avais dit, la première chose, c'est de les approcher, c'est être à l'écoute. Démontrer que la personne, comme on avait dit, un peu est en sécurité et d'attendre. Souvent, qu'est-ce qu'on voit? Qu'on n'est pas confortable avec cette approche-là ou confortable d'aller demander à quelqu'un s'ils vont bien. Donc, c'est sûr que nous aussi sommes un peu stressés et inconfortables. Et donc, cette personne-là ressent cette peur-là ou cet inconfort. Donc, première chose, il faut être calme. Et c'est correct d'être inconfortable, mais c'est dans cet inconfort-là que vous démontrez à la personne que c'est correct. Il dit, c'est difficile, je reconnais que c'est difficile. Est-ce que si tu as de la misère, est-ce qu'on peut en parler? Ou comment est-ce que je peux t'aider? Et rester ouvert et disponible pour la personne. C'est-à-dire que quand vous demandez cette question-là, comme j'avais dit, j'utilisais le nom Jacques, j'espère qu'il n'y a pas de Jacques sur l'appel qui pense que je le vise, mais si tu dis, Jacques, je vois que récemment, tu as un peu de misère, tu es en retard pour plusieurs rencontres et je voulais juste te demander comment ça va? Et ensuite, attendre. Et si Jacques ne dit rien, OK, donc peut-être, je ne sais pas, peut-être on peut en parler davantage. Penses-tu qu'on peut en parler demain ou après-demain si tu n'as pas le temps? Je veux prendre le temps, on se donne 30 minutes entre nous pour voir comment est-ce qu'on peut travailler ensemble pour améliorer ces situations-là. Et donc, vous n'êtes pas là pour discipliner, vous devez leur montrer que le but, ce n'est pas la discipline, le but, ce n'est pas faire une correction, le but, c'est d'écouter, voir comment on peut aider cette personne-là. Et quand ça vient vraiment de cette approche-là, d'habitude, en général, vous allez voir quelqu'un qui va s'assouplir un peu, qui va respirer. Si vous voyez que la personne résiste encore, une bonne façon, c'est comme j'avais dit avant, c'est de partager votre expérience. Moi aussi, j'ai de la misère. Moi aussi, je suis en retard. Moi aussi, c'est difficile. Donc là, vous avez permis à la personne de dire c'est correct. Vous n'êtes pas là pour venir et dire « Hey, tu ne fais pas ta job ». Tu es là pour dire « Moi, je souffre aussi ». Est-ce que tu souffres, Jacques? Parce qu'ensemble, on peut trouver une façon, mais tu dois m'en parler. Je ne peux pas deviner, je ne lis pas tes pensées.
Mais le plus simple, c'est toujours de dire, si la personne ne parle pas, c'est d'ouvrir et partager votre histoire à vous, votre situation. Et c'est ça ce qui va ouvrir cette conversation. Et en plus, Jacques va en parler aux autres. Tu sais quoi? Mon patron est venu nous voir. Il m'a demandé si j'allais bien. Il m'a même dit, lui aussi, de la difficulté. Il faut en parler, les gars. Il faut en parler, l'équipe. Parce que sinon, ensemble, c'est la seule façon qu'on peut gérer ça. Est-ce qu'il y a d'autres questions, Toufik? Il n'y en a pas, mais moi, j'en ai une question. Donc, je suppose, Rowie, que pour que ça soit efficace, puis pour que ça puisse se faire, il faut sensibiliser les gestionnaires. De quelle façon on peut sensibiliser les gestionnaires pour qu'ils soient proches, puis pour qu'ils aient cette approche-là avec leurs ressources? C'est une très bonne question et c'est sûr qu'il y a différentes cultures dans différentes compagnies. Donc, c'est sûr qu'on ne peut pas être général vers tout le monde parce que c'est différentes industries aussi qu'on en parle. Mais ce qui est le plus important, c'est d'être humain. Hein? C'est vraiment d'être ouvert et d'être humain. Quand on prend de l'humanité, on partage avec les autres notre humanité à nous, hein, automatiquement, on va avoir des conversations très différentes que si on approche ça de façon plus rigoureuse. Ça ne veut pas dire qu'on ne peut pas fournir ou que les personnes ne peuvent pas être considérées d'être responsables pour leurs objectifs. Ce n'est pas ça ce qu'on parle, mais d'être humain dans l'approche que la personne ne fournit pas. Mais quelle peut être la raison qu'ils ne fournissent pas? Et juste de penser, peut-être ils sont anxieux, peut-être ils sont débordés, peut-être il y a quelque chose à la maison. Avant d'aller vers ils ne fournissent pas, ne pas fournir, c'est un fait. Hein? Donc, la personne a des objectifs tels et ils sont en dessous de leurs objectifs. D'accord? Mais la raison pour laquelle ils ne sont pas capables de fournir, c'est ça la question qu'il faut se demander. Et l'approche au début devrait être l'approche humaine. Quelle raison est-ce que c'est ce qu'ils ont? Peut-être c'est leur santé mentale. Peut-être c'est un manque de capacité. Peut-être c'est un manque d'outils. Après que vous avez déterminé que ce n'est pas le cas, ben c'est sûr qu'on peut aller dans la solution. OK, tu ne fournis pas, tu n'as pas de problème de santé mentale, tu n'as pas un problème de ressources. Ben là, on parle davantage sur le côté pragmatique, objectif, travail. Mais pour sensibiliser les gestionnaires, c'est vraiment leur dire, hey, soyez humains. Pensez toujours à l'humanité avant de penser à l'objectif. Et ça, c'est toujours une bonne façon d'aborder le sujet de façon ouverte, mais aussi de façon où on sait qu'on n'est pas là pour écraser, on est là pour supporter, pour donner des outils et pour être ensemble. Nous avons une autre question, Rowie. Si on ne sait pas si la personne a consulté ou non, comment on fait le suivi avec la personne et à quelle fréquence devrait-on le faire sans avoir l'air d'être trop intrusif? Ça, c'est une situation difficile, hein, savoir où sont les limites, où sont les relations, où est-ce qu'on devient un peu accablant et difficile. Donc, c'est une très, très bonne question. La question est vraiment, si on sait que la personne veut consulter, vous avez recommandé que la personne consulte. Une façon, c'est vraiment de leur demander comment est-ce qu'ils vont. Si la personne ne va pas mieux, si vous voyez qu'ils ne performent pas mieux ou ils n'ont pas l'air d'être mieux, ce n'est pas la question de consulter ou pas consulter qu'il faut demander, c'est là plutôt pourquoi la personne ne va pas mieux. Donc, ce n'est pas aller demander à Julie, est-ce que tu as consulté la psychologue qu'on en a parlé? Et Julie te dit, hey, ce n'est pas tes affaires, la psychologue. Ça, c'est normal. Mais plutôt demander à Julie, on a parlé il y a 2 semaines, je vois que ça ne va pas vraiment mieux. Est-ce qu'il y a quelque chose que je peux aider davantage? Et peut-être Julie va te dire, tu sais, j'ai de la misère à trouver un psychologue, j'ai essayé, mais mes heures et la disponibilité n'est pas là. OK, laisse-moi voir si je peux t'aider à trouver un psychologue de façon plus importante. Je vais parler aux ressources humaines et voir si on a des ressources. Voilà une solution. Mais si Julie ne veut pas t'en parler, ben, elle va te dire, vraiment, j'ai de la misère en ce moment, je ne veux pas en parler. C'est déjà un signe de dire, OK, c'est quelqu'un qui ne va pas mieux. Encore, c'est la même conversation, être ouvert. Julie, comment est-ce que je peux t'aider? Julie, qu'est-ce que je peux faire pour toi? Je suis à l'écoute. Et voir. Ultimement, peut-être Julie va dire, j'ai consulté la psychologue et on a eu 2 très bonnes sessions, mais honnêtement, ces sessions-là m'épuisent. La psychologue, c'est difficile parce que je commence à
à gérer et des situations qui sont déjà profondes dans moi et c'est très difficile. Et donc, ça me nuit, mais ça va aller mieux. Et là, vous dites, super, magnifique, je suis toujours là à l'écoute, je suis heureux ou heureuse que tu as consulté, que ça commence à aller mieux. N'hésite pas, dans le futur, je suis là pour toi. Et merci beaucoup, Rory. Je vois qu'il est déjà 12h31, donc afin d'être respectueux du temps, je pense qu'on pourrait conclure. Donc, en conclusion, je tiens tout particulièrement à remercier Rory d'avoir pris le temps aujourd'hui euh, de nous présenter ce sujet-là qui est devenu de plus en plus important pour nous tous et surtout en ces temps difficiles. Je tiens également à remercier tout le monde qui a pris le temps de se joindre à nous aujourd'hui. Nous espérons que vous avez apprécié la présentation. Nous organisons un autre événement virtuel le 8 juillet où nous allons parler de Life Journey. Life Journey a été développé en collaboration entre TELUS et SEB et fait partie de notre gamme de solutions Flex Plus chez SEB. Donc, nous allons envoyer une invitation à cet effet pour cet événement sous peu et on espère que vous allez pouvoir vous joindre à nous en grand nombre. Merci encore d'avoir participé à la séance d'aujourd'hui. Merci tout le monde.